Bonjour et bienvenue au Forum du patrimoine. Nous avons installé notre plateau au Carrousel du Louvre à Paris, où se tient le Salon international du patrimoine culturel. Pour la troisième année consécutive, ce Forum du patrimoine est organisé par le magazine Atrium et Atelier d'art de France, avec le soutien de la Fondation France Bois-Forêt pour notre patrimoine. Autour de moi, 3 invités pour venir échanger à propos d'un thème très actuel, la raréfaction des matériaux et l'épuisement des ressources. Un défi majeur pour les entreprises du patrimoine. Je vais vous présenter mes invités. À ma gauche, tout d'abord, Monsieur Christian Laporte. Bonjour. Bonjour. Vous êtes architecte du patrimoine et président de l'Association des architectes du patrimoine. Oui, c'est ça. À vos côtés, Monsieur Gilles Alglave. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président des Maisons paysannes de France. Et enfin, Monsieur Daniel Pellegrin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ébéniste et administrateur d'Atelier d'art de France. Donc, nous allons rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Un problème de raréfaction des matériaux, d'épuisement des ressources. Qu'en est-il pour les métiers d'art, pour les artisans d'art? Quels sont les matériaux aujourd'hui sur lesquels il y a le plus de tension? Alors, la particularité des métiers d'art, c'est qu'ils sont à la fois dans la création et dans la restauration et la préservation du patrimoine. Donc, dans cette construction-là, on a accord de préserver nos matériaux. Alors, ce qui se passe, c'est que on est là pour recycler, pour conserver, pour récupérer. Dans la restauration du patrimoine, notamment, on a besoin de vivre avec notre passé. Donc, je dirais presque les matériaux rares, ils sont dans les ateliers. À l'heure actuelle, pour beaucoup, moi, je dirais que, par exemple, pour mon atelier, j'ai peut-être en matériaux une ressource financière qui est plus importante que mes machines pour fabriquer. Donc j'ai des plaquages qui ont une histoire. Et quand on restaure un meuble, ces plaquages-là ne sont sortis que si ils représentent la restauration. On n'est pas dans une démarche industrielle où on a besoin d'un panneau, on coupe l'arbre demain, on sort le panneau. Ça n'existe pas, ça, chez nous. Une commode Louis XV, par exemple, elle a son plaquage dans l'atelier. Car les plaquages sciés, ils ont soit une image animale, végétale, pour représenter quelque chose. Donc, par exemple, même là, je suis sur une restauration, j'ai besoin d'un bronze très particulier. J'ai trouvé l'entreprise qui va me faire ça. Sur la restauration du patrimoine, est-ce qu'on a un peu les mêmes problématiques? Quels sont les matériaux qui viennent à manquer? Alors, donc, quand on pense à bâtiment, construction, on pense obligatoirement aux agrégats qui aujourd'hui sont utilisés par tout le monde, dans tout le monde, on va dire, puisqu'en fait, c'est le béton qui a pris le dessus à partir de la modernité. Et donc, c'est le sable qui est l'élément le plus utilisé au monde. Pour donner donc une échelle de valeur, aujourd'hui, c'est 30 milliards de tonnes par an dans le monde. 60% de cette consommation par la Chine, après les Indes et puis après les autres pays. Bien entendu, tout le monde consomme cette ressource qui devient de plus en plus rare et qui génère d'ailleurs des trafics, des mafias dans certains pays où la loi n'existe pas, où il n'y a pas de management, on va dire, de l'utilisation de cette matière première qui devient aussi rare que l'eau, qui va devenir quelque chose qui va devoir nous questionner à un moment donné. Est-ce qu'on continue qu'on continue à utiliser ce matériau pour construire? Est-ce qu'il y a d'autres alternatives possibles? On va en parler, il y en a d'autres bien évidemment, mais ça c'est déjà un premier point. Et ça veut dire qu'il faut aussi se poser la question de l'économie que l'on doit faire par rapport aux ressources, puisqu'elles deviennent de plus en plus rares. Donc ça nous pose aussi le problème de la restauration, c'est-à-dire de la conservation. Restaurer, c'est conserver ce qui peut l'être, de manière à ne pas continuer, on va dire, ce processus complètement fou de gâchis, de consommation d'énergie qui n'auront pas le temps de se renouveler, forcément, et qui vont disparaître au fil du temps. Donc voilà, pour poser le problème. Oui, pour compléter les propos de Gilles, en restauration de monuments historiques, on s'aperçoit effectivement depuis une dizaine d'années que comme on n'a plus cette ressource de l'économie locale, où on pouvait trouver la briqueterie, la tuilerie, la pierre, à côté du chantier de restauration,
mais c'est valable également pour les sables, Gilles vient de le rappeler. On n'a plus toutes ces économies locales et donc on n'a plus toutes ces matières premières à disposition. Ça veut dire qu'il faut aller chercher de plus en plus loin la matière première nécessaire à la restauration. Quand on sait la difficulté aujourd'hui, par exemple, de trouver de la pierre pour ouvrir des carrières, réouvrir d'anciennes carrières, c'est vraiment un chemin de croix. Donc la plupart du temps, nous aujourd'hui en monument historique, on est confronté à quelque chose qui est assez grave pour la restauration future de nos monuments. C'est qu'on est en train d'importer des matériaux qui ne viennent pas du territoire à partir de la matière à laquelle le monument a été construit, mais on vient chercher des matériaux qui sont importés de beaucoup plus loin. Quand ça reste en France, je dirais c'est encore écologiquement acceptable. Mais vous le voyez aujourd'hui, je prends l'exemple de l'Ardoise qui est un exemple flagrant, avec la fermeture des carrières d'Angers-Trélazé dans la vallée de la Loire, qui inondait tout le marché français au XIXe siècle, et surtout les paysages de la vallée de la Loire. Aujourd'hui, quand vous restaurez des châteaux, monuments historiques dans la vallée de la Loire, il faut aller chercher vos ardoises en Espagne. Donc voilà, aujourd'hui dans tous nos chantiers, c'est une donnée qu'il faut prendre en compte aujourd'hui. On n'a plus la brique à disposition à côté de nous, on n'a plus la tuile, il faut aller la chercher beaucoup plus loin. Ça veut dire qu'il faut aussi accepter, malgré tout, une aliénation, malgré tout, du monument. Alors, le kidam, le commun des mortels, ne le saura pas. Mais nous, en notre âme et conscience, quand on sait qu'on va remettre une tuile qui vient de 500 ou 600 km sur un monument, on a toujours un petit pincement au cœur parce qu'on se dit, mince, est-ce qu'on n'est pas en train d'appauvrir et de dénaturer l'édifice ? Malheureusement, alors on verra qu'il y a peut-être des possibilités, on en parlera peut-être après, mais aujourd'hui, il faut déjà au moins essayer d'aller chercher le matériau le moins loin possible et qu'on reste au moins en France ou en tout cas à l'échelle de l'Europe. Mais voilà, on en est là. Alors, pour rebondir sur la problématique qui vient d'être introduite, il faut dire effectivement que restaurer aujourd'hui, c'est un enjeu qui devient de plus en plus difficile et qui nous situe dans des positions de compromis. On doit faire des compromis avec les moyens que l'on a aujourd'hui, qui ne sont plus ceux qu'on avait autrefois. Je prends l'exemple, alors tu viens de citer les ardoises. Chez nous en Picardie, on avait de magnifiques toitures avec des ardoises violines qui étaient extraites pas très loin de chez nous, à Fumay, exactement dans les Ardennes. Le site de production est fermé. Il n'y a pas que Trélazé. Et donc si on veut, sur un bâtiment historique en particulier, être exigeant et retrouver cette texture et cette couleur, ce qui est souhaitable dans la restauration, c'est essayer de ne pas dégrader ou aliéner le bâtiment, rester le plus près de son origine, eh bien il faut aller chercher très loin les ardoises, et là on va les chercher au Pays de Galles par exemple. Ces ardoises-là, j'ai un exemple d'une église qui a brûlé dans l'Oise, et le maire, qui est un adhérent de Maison Paysanne et quelqu'un qui avait une exigence dans la restauration de son bâtiment, il a été d'ailleurs fait avec beaucoup de soin, et peut-être il était plus beau au moment après la restauration qu'avant, parce qu'un bâtiment est altéré dans son histoire, différentes campagnes qui font que voilà, il peut s'écarter, on va dire, de son aspect originel. Et il est allé chercher les ardoises donc au Pays de Galles, mais c'est coûteux. C'est coûteux, donc ça devient difficile. Un autre exemple, on parlait des sables tout à l'heure, quand on discutait avec les anciens maçons, quand ils sont encore vivants, ils nous disaient à l'époque, moi je travaillais avec 3 ou 4 sables de pays pour faire des enduits, en fonction du travail qui m'était demandé. J'allais chercher la bonne qualité de sable. Il y a des sables ferrugineux avec une couleur qui va donner cette teinte particulière qui fait l'identité de nos paysages. Ça devient de plus en plus difficile parce que les sables qu'on utilise aujourd'hui viennent du même endroit. Aujourd'hui, on est dans l'industrialisation et donc quelle que soit la région et le terroir dans lequel on va œuvrer, on va forcément introduire des matériaux qui n'ont plus cette spontanéité et cet attachement au territoire. La maison naît du sol. Eh bien aujourd'hui, elle devient de plus en plus exotique, hors sol. Ouais. Donc voilà. Monsieur Pellegrin, vous vouliez réagir, oui. Je crois. Oui. Donc la différence avec les métiers d'art, c'est que nous, justement, nous ne sommes pas dans l'industrialisation. Notre particulier, c'est qu'on a des entreprises qui ne sont pas délocalisables. Bien. Elles ne sont pas délocalisables et on n'est pas tributaire des importations.
Et dans le même temps, je dirais, on n'est pas tributaire des importations par les ressources minimalistes qu'on utilise. Mais par contre, on est tributaire de ces mêmes règles. On nous associe au même niveau que l'industrie parfois. J'ai un exemple concret que j'avais cité hier, mais je vais le reprendre. C'est le bois de Pernambouc. Le bois de Pernambouc, c'est un bois qui est très spécifique, qui est utilisé en archéterie. C'est l'outil qui donne l'esthétique musicale au violon, au violoncelle. Et c'est un bois qui est très particulier. Et ce métier de l'archéterie, avec des associations, ils ont contribué à replanter au Brésil 340 000 arbres pour préserver cette essence de bois-là, car sans ce bois, on ne peut plus faire des archers comme on les fait aujourd'hui. Donc le Brésil met une tentative d'interdire cette importation de bois qui est totalement catastrophique pour ce métier-là, car il remettrait en cause le métier de luthier. On interdirait donc à nos musiciens de se déplacer au niveau international, car ce bois-là ne pourrait plus être transporté. Donc c'est une remise en cause de notre culture musicale, y compris. Donc on voit bien que dans ce métier, il suffit d'un arbre pour répondre aux besoins nationaux, 3-4 arbres pour répondre aux besoins européens. Donc nous mettre l'injonction de ne pas utiliser ce bois n'est pas du tout acceptable. Et il y a d'ailleurs une pétition en ligne et j'invite tous les visiteurs du salon à signer cette pétition-là pour préserver un métier rare, car demain, on va nous dire on ne sait plus faire les archers, mais parce qu'on nous a coupé les moyens de pouvoir exercer notre métier. Donc là, dans les métiers d'art, il y a... dans l'ivoire, c'est exactement pareil. On a besoin de 1 cm² pour pouvoir faire une restauration. On va nous interdire d'utiliser l'ivoire. L'objet ne pourra pas être restauré dans les règles de l'art, mais par contre, les antiquaires, à côté, ils ont le droit de vendre une table en ivoire de 80 kg. Donc, il y a 2 poids, 2 mesures, et sur ces questions-là, vraiment, il faut légiférer et libérer vraiment l'esprit créatif et de non-travail dans les métiers d'art. La problématique, du coup, n'est pas du tout la même, en fait. Oui. C'est-à-dire que c'est un effet même un peu pervers du système, c'est-à-dire le fait qu'il soit mis dans le même sac que nous, si j'ose dire. C'est-à-dire que c'est pas les problèmes d'approvisionnement qui sont posés dans cette échelle très lilliputienne, ou en tout cas sur la quantité de matériaux dont on a besoin. Là, on va lui interdire d'utiliser des matériaux sous des prétextes soi-disant écologiques ou vertueux, alors que ça représente finalement une goutte d'eau dans le... C'est pareil pour le plomb. C'est pareil pour le plomb, car pour nos vitraux, on est le pays où il y a la plus grande richesse en Europe en vitraux. Oui. On va nous interdire l'utilisation du plomb alors qu'il n'y a aucune autre matière de substitution. Donc là, il y a des questions vraiment... patrimonial à se poser, quoi. Oui, on sent les différentes problématiques justement entre les métiers d'art et justement peut-être les métiers de la construction, de la restauration du bâti qui ne traversent pas du tout les mêmes, qui n'ont pas les mêmes enjeux en fait. C'est aussi le problème de la structure qui pilote aujourd'hui tous ces textes de loi, ces décrets, ces obligations normatives, etc., qui émanent de l'Europe. On est quand même un pays qui fait partie donc de l'Europe, avec la gouvernance européenne qui est incontournable. Et c'est un problème, effectivement, parce que les approches de ces législateurs, des gens qui rédigent les textes, ne sont pas non plus conformes à ce qu'ils devraient être. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de concertation avec les acteurs des métiers, les acteurs des territoires, des pays. Chaque problématique est intéressante à condition qu'on l'étudie avec intelligence. Aujourd'hui, cette intelligence, elle n'est pas au rendez-vous. On est dans une massification et dans une course folle à pour atteindre des objectifs qui sont quantitatifs
et le cahier des charges n'est pas respecté, puisqu'en fait, on sait que les objectifs qui sont fixés à l'horizon 2050 ne seront pas atteints. Donc, on est dans cette urgence par rapport à la planète qui nous oblige à faire des choses qu'on ne ferait pas si on était dans une sérénité qui aujourd'hui n'est pas là. Donc ça veut dire aussi qu'il faut qu'il y ait une concertation avec tous les partenaires dont nous sommes aussi. Il y a des organismes qui devraient être sollicités quand on rédige les textes de loi. C'est l'objet de notre débat par rapport à la loi climat résilience qui s'impose à nous en France et qui met en péril le patrimoine, qui est vanté par le ministère de la Culture d'un côté et qui, de l'autre côté, avec le ministère de l'Environnement, est mis en péril avec des textes et des règlements qui ne tiennent pas compte de la valeur de ce patrimoine et qui le mettent en grand péril. On commence à avoir, je le dis là parce que c'est quand même quelque chose qui est la conséquence de cette course folle et de cette urgence, on commence à avoir des gens qui se trouvent devant les tribunaux avec cette loi qui rend opposable le DPE, le nouveau DPE. Ça veut dire que juridiquement, il y a des responsabilités qui vont être recherchées. Le maître d'ouvrage propriétaire de sa maison, s'il estime qu'il a un préjudice, il vient le faire valoir devant le juge. On rentre dans des conflits qu'on aurait pu éviter si on avait fait les choses autrement. Hein. Et là encore, c'est une dépense folle, humaine, d'énergie. Les tribunaux sont encombrés. Est-ce qu'il y avait besoin de ça? Voilà. On est là-dedans et on s'aperçoit que le monde fonctionne de cette façon-là où chacun est dans sa bulle et que si on mettait en synergie et en interrelation tous les acteurs du patrimoine qui sont experts et passionnés de leur domaine, on arriverait forcément à éviter ces erreurs et ces problématiques qui sont coûteuses en énergie, en temps et qui ne vont pas dans le bon sens. Oui, on comprend un peu mieux tous les enjeux en fait, que cela soulève. Est-ce qu'on a quand même peut-être des solutions ou des pistes à envisager pour essayer de contrer cette raréfaction des ressources, des matériaux? Alors, moi, je rebondis juste. Il faut en avoir. Enfin, on est obligé d'en avoir. Alors, on parlait des sables. Les sables, on sait qu'on va de plus en plus ne pas avoir le choix sur les sables. Il n'y a plus de sable de rivière, donc on choisit des sables industriels de carrière qui ont souvent des granulométries, ce qu'on appelle les clés, donc des granulométries souvent faibles. Donc aujourd'hui, il faut faire ces sables. Alors en tout cas, dans le domaine de la restauration des monuments historiques, nous de plus en plus, d'abord on fait faire, la plupart du temps on essaie d'analyser la composition des mortiers qui composaient autrefois qui ont bâti ces édifices. On essaie de reproduire les sables en mélangeant des fines, des petits gravillons. On va fabriquer un sable, parce que de toute façon, on ne sait plus le trouver dans la nature, puisqu'on n'y a plus accès. Donc voilà, par exemple, sur l'exemple du sable, nous, dans nos restaurations, on arrive encore à pallier cette problématique du sable en les reformulant à notre manière, en essayant de se rapprocher au plus près des sables anciens. C'est important parce que quand on fait une réintervention ponctuelle, on a plutôt envie que ça vienne s'harmoniser, que ça vienne s'intégrer facilement avec l'édifice. Après, pour parler de sujets que je connais plus particulièrement, c'est par exemple l'accès à la pierre. Moi, je crois qu'il ne faut pas hésiter aujourd'hui. Moi, je le fais sur des petites restaurations, quand on n'a pas besoin d'avoir des centaines de mètres cubes de pierre, simplement quelques mètres cubes de pierre. Moi, je fais faire des recherches autour. Réemploi, économie circulaire, on essaie de retrouver par exemple, est-ce qu'il n'y a pas du bâti en ruine qui ne va pas être réutilisé? Est-ce qu'on peut essayer de récupérer les pierres? Est-ce qu'on peut essayer de retrouver les anciens fronts de taille qui ont servi à construire certains édifices? Moi, je suis en train de le faire sur une très belle église romane en Haute-Loire. On a retrouvé tout par un géologue qui a fait des recherches. On a retrouvé tous les anciens fronts de taille qui ont composé les pierres d'une façade du XIIe siècle. Et l'idée là, c'est d'essayer de demander à chaque propriétaire de ces anciens fronts de taille de prélever 2-3 mètres cubes. Parce qu'on n'en a pas besoin de plus, en fait. Ça ne cicatrise pas le paysage, ça n'amoche pas le paysage, et au moins, on essaye de prélever au plus près. Alors, non seulement on est bien parce qu'on est au plus près, mais en plus, c'est la seule réponse possible. Comment aller chercher, aujourd'hui, faire une restauration sur une façade, on a cherché une pierre qui est à 500 km. On n'arrivera jamais à l'harmoniser. Voilà, donc, il y a quand même des pistes. Voilà, il y a des pistes, et de toute façon, on n'a pas le choix. Tant qu'on ne revient pas à cette économie locale, et moi je pense qu'elle ne reviendra pas demain, peut-être qu'il faut y réfléchir, mais on ne retrouvera pas les briqueteries d'antan, le tuilier d'antan, le chauffournier qui est à 10 km, on ne le retrouvera pas. Ça. En tout cas, je n'y crois pas pour l'instant. Peut-être que ça viendra, mais en tout cas pas dans le monumental et la restauration du patrimoine monumental. Alors je complète
par rapport à un matériau qui aujourd'hui est considéré comme un déchet, en particulier sur les travaux du Grand Paris. Je parle de la terre. Aujourd'hui, donc, les travaux d'excavation consécutifs au creusement de tunnels, enfin tout un tas de choses, de réseaux autoroutiers pour élargir toujours le côté urbain, on va dire, de notre cadre de vie, génèrent des quantités astronomiques de terre dont on ne sait que faire, qui coûtent très cher à gérer parce qu'il faut les stocker. On sait que le foncier est cher en ville, donc ça coûte très cher à stocker. À chaque fois, il faut trouver des zones de stockage de plus en plus éloignées, etc. Donc aujourd'hui, c'est une problématique coûteuse. Si on considère que la terre que l'on exauce par rapport aux travaux que l'on fait n'est pas un déchet mais une ressource, les choses peuvent changer. Et aujourd'hui, elles sont en train de changer. Il y a un certain nombre de dynamiques qui se mettent en place. Il y a le cycle terre qui est en train de valoriser cette ressource et qui en fait finalement autre chose qu'un déchet, qui en fait donc des éléments à bâtir. On peut compacter la terre comme les anciens l'ont fait, technique de l'adobe. On a aujourd'hui des machines qui permettent de le faire beaucoup plus vite et beaucoup plus rationnellement. Il faut considérer qu'aujourd'hui, le temps, c'est de l'argent sur les chantiers. Donc on a des moyens, on va dire, que les anciens n'avaient pas, qui n'étaient pas dans le, comment dirais-je, dans la problématique de la main-d'œuvre coûteuse, parce que c'était leur mode de vie. On travaillait en famille avec voilà, c'était pas un problème. Aujourd'hui, ça l'est. Donc il faut tenir compte de cette réalité. On a des capacités aujourd'hui à gérer les problématiques. La terre, aujourd'hui, c'est un matériau alternatif à beaucoup d'égards. À toutes les problématiques qui s'imposent à nous aujourd'hui. Il y a une dynamique qui est en train de se mettre en place. Le matériau est en train de sortir, on va dire, de ce côté, on va dire, méconnu et mal noté. Il y a une connotation de pauvreté avec la terre. J'ai discuté hier avec une petite africaine qui me disait, j'étais à votre conférence, ça m'intéresse particulièrement ce que vous avez dit sur la terre, parce que moi, dans mon pays, etc., on a perdu un petit peu cet attachement à la terre qui était quand même traditionnel, et on a adopté votre industrie du parpaing, qui nous coûte très cher, qui n'est pas adapté à notre climat. Là encore, on est responsable de ça. On a vendu notre ingénierie, aujourd'hui on y revient, et on continue malgré tout à vendre cette ingénierie parce que ça rapporte de l'argent. Donc on est vraiment dans le paradoxe. Il faut arrêter d'être dans cette situation-là si on veut être cohérent et crédible. L'écologie, c'est partout, dans tous les pays, et ça veut dire qu'il faut changer nos écosystèmes économiques aussi. C'est-à-dire que la consommation, c'est fini. C'est autre chose qu'il faut mettre en place. Et ça suppose effectivement qu'on revienne sur des choses qui étaient au niveau local. Alors, réouverture des carrières locales, c'est important. Ça peut être aussi un moyen, les petites carrières qui ne sont pas des altérations comme tu le notes du paysage, qui ne sont pas des cicatrices parce qu'on n'est pas dans la production à grande échelle, et on va travailler sur des petites choses. Pourquoi pas? On a réussi à le faire à une certaine époque. Avec des préfets qui étaient, on va dire, ouverts. Je viens de le faire. Voilà, c'est possible. C'est dérogatoire à la loi, mais la loi, elle est quelquefois imposée par les lobbies, il faut quand même le dire. Mais il ne faut pas le dire au BRGM. Voilà, il faut quand même le dire. Il y a quand même le pouvoir des lobbies qui est très important, qui fait que les textes et les normes, c'est souvent eux qui les imposent, parce qu'ils y ont intérêt. Alors nous, aujourd'hui, on est dans l'intérêt général, y compris des lobbies. À la limite, parce que c'est des humains comme tout le monde, et à un moment donné, ils seront sur le même vaisseau, prêt au naufrage, si on ne prend pas la barre. Donc il faut prendre la barre, et aujourd'hui, il y a un projet national Terre Crue qui est en cours, qui est une labellisation du gouvernement, pour justement sortir la Terre de cet état de méconnaissance dans lequel elle se trouve, et montrer qu'elle a de multiples avantages, y compris sociologiques. C'est du travail pour tout le monde local. Il y a des terres partout différentes qui peuvent être mises en œuvre de façon très différente, comme on l'a toujours fait, le pisé, l'adobe, le torchis, etc. Et il faut y revenir. Monsieur Pellegrin, oui, je crois que vous vouliez... Oui, je pense que pour les métiers d'art, il faut faire appel à l'intelligence des professionnels, avec tous ceux qui travaillent avec nous. Car on a trop tendance à penser et à décider à notre place. Et vraiment, on n'est pas comme l'industrie. On n'est pas on ne peut pas utiliser les professionnels des métiers d'art que mettre un ajustement de l'économie traditionnelle. On voit par l'engagement des artisans d'art, il y a des ressources
qui font la démonstration qu'on peut préserver notre patrimoine au quotidien et travailler sur l'économie locale. On en a des exemples qui foisonnent. On devrait s'appuyer sur cette intelligence-là. À nos côtés, là, il y a le four Girel. C'est un four révolutionnaire. C'est une personne qui est née en 1947, qui a travaillé la céramique à 14 ans et qui a inventé un four d'économie d'énergie. Dans les années 80, il sort le premier four. Tout le monde s'en foutait. Et maintenant qu'on parle d'économie durable, ce four ressort. Et il est en capacité de faire des économies considérables, plus besoin de gaz même. Hein, et il est passé dans la perfection de son four, 350 kg de bois, 150 kg de bois. Donc c'est rien du tout, car on récupère des chutes dans les scieries et les céramiques peuvent travailler. Donc cette intelligence-là humaine, elle est partout, avec les historiens, les scientifiques, les architectes. L'humain peut redéfinir. Il faut qu'on arrête, je pense, véritablement de penser et de décider à notre place. Christian, vous vouliez... Non, on parlait de la terre. La terre, c'est un matériau extraordinaire. Je rejoins ce que disait Gilles. Ça a été un matériau vanté ou déploré suivant les époques. À une époque, il était extrêmement vanté. Puis après, il a été déploré. Aujourd'hui, on redécouvre les vertus de la terre. Il faut savoir qu'en France, il y a des monuments historiques classés qui sont en terre. Donc ça existe. Moi, je vais être probablement appelé à en restaurer un, peut-être dans pas très très longtemps. Mais voilà, c'est intéressant parce que c'est vraiment le matériau qui est accessible pratiquement à tous. Mais moi, je crois quand même qu'on peut arriver effectivement avec cette idée de... On parlait de défi, vous parliez de défi dans l'énoncé de cette conférence. Oui, c'est un défi parce que peut-être cette raréfaction des matériaux, qui à mon avis va se poursuivre, va nous obliger à trouver effectivement des moyens de compenser ça par effectivement réouvrir des... Alors on parlait des carrières d'ardoise, mais on pourrait parler effectivement des petites carrières d'ardoise, qui est les ardoisières de Morzine, qui peuvent produire des ardoises sur toute la région de la Haute-Savoie, plutôt que d'aller chercher de l'ardoise je ne sais pas où. Il y a plein d'exemples comme ça où on peut réouvrir des petites choses, des petites fabriques, et je pense qu'il doit y avoir une politique d'État incitative là-dessus et qui permette aussi à cette économie locale de revivre. Pourquoi ça n'existe plus? Parce qu'aujourd'hui, la plupart du temps, les gens ferment parce que c'est pas rentable. Donc il faut retrouver une échelle rentable. Peut-être il faut que l'État soit vraiment incitatif et même aide fiscalement sur la recréation de ces unités de fabrication locales qui font l'essence et la substance de notre patrimoine. On sait pas faire... c'est pas vrai qu'on sait maquiller une pierre. On sait le maquiller 1 an, 2 ans, mais on ne saura pas la maquiller très longtemps. Il faut construire, un monument historique, c'est l'ADN des monuments historiques dans leur restauration. Il faut essayer de les restaurer avec la matière avec laquelle ils ont été composés. Alors, c'est vrai que c'est important aussi de redonner à la terre ses lettres de noblesse, de la faire rentrer dans des champs où elle est absente, et le champ des monuments historiques en est un. Ça existe. Moi, j'habite une maison en terre du XVe siècle, de la fin du XVe siècle, une ancienne dépendance abbatiale qui est classée monument historique. On s'est mobilisé dans l'Oise pour qu'il y ait des bâtiments de ce type qui rentrent dans le club très fermé des monuments historiques, parce qu'elles font partie du patrimoine. Et on a réussi à faire classer une grange du 18e, qui est un ancien atelier de forgeron avec la maison de l'artisan de l'époque, un atelier de serger. On est dans un pays où la tradition de tissage était partout présente, liniculture, tissage, lin, chanvre, etc. Donc voilà, c'est des petits bâtiments, mais des patrimoines aussi rares que ceux-là méritent d'être valorisés, et c'est important. Ils sont durables à condition qu'on ne les méprise pas, qu'on les entretienne, comme ils ont toujours été entretenus. Ils ont la peau dure, parce que la plupart elles sont en très mauvais état, mais ils veulent continuer à vivre malgré ça. Et quand vous vous promenez, je suis dans une région, les gens me disent mais la terre chez nous c'est pas possible, c'est trop humide, etc. Mais je leur dis mais écoutez, regardez autour de vous. Vous avez plein d'exemples encore de bâtiments qui existent et qui sont construits avec ce sang et cette matière qu'est la terre et le bois. Et c'est simplement une question de regard. Ajustez votre regard. Et ce que je voulais dire, j'ai découvert à l'occasion d'une conférence qu'on était allé faire en Occitanie, justement sur la terre,
une construction qui a étonné tout le monde parce qu'elle s'est révélée. Alors, je vous donne le nom du village, il faut aller le visiter et on peut y aller sur Internet. C'est Sainte-Christie d'Armagnac, dans l'Astarac, en Occitanie. Le nom du village, Sainte-Christie d'Armagnac, donc avec une motte castrale et un ensemble en terre du XIIe siècle, qui a été daté par les archéologues, donc des scientifiques, qui aujourd'hui, bien sûr, a été racheté par la commune, qui s'est rendu compte qu'elle avait une pépite, qui est l'objet de toutes les attentions. Il y a une campagne de restauration sur ce bâtiment. Et c'est très intéressant de savoir que ce bâtiment, qui est maintenant monument historique, devait être restauré par des entreprises habilitées à intervenir sur ce type de monument, qu'on les qualifie. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc ça veut dire qu'il y a une culture, y compris au niveau des monuments historiques, qui sont plus des pierreux que des terreux, à partager autour de la terre. Et il a fallu négocier avec les monuments historiques, avec l'administration, pour qu'un artisan, qui lui est un expert de la terre, mais n'est pas qualifié en tant que... voilà, il n'est pas normé, c'est une petite entreprise, et il a réussi à avoir le marché de la restauration. Lui seul était capable de le faire. Et donc ce bâtiment-là, qui existe toujours depuis le XIIe siècle, est en cours de restauration. Alors, ça montre la durabilité de ces matériaux, et en particulier les matériaux terre, qui a toujours été connoté comme un matériau obsolète, fragile, qui n'est pas durable. Et en particulier au moment de la brique. Quand la brique au 19e a pris le dessus, on a rasé et on a abandonné ces logiques constructives. On était déjà dans la consommation. On n'a pas beaucoup de monuments en terre quand même. Nous, dans la restauration du patrimoine bâti, il n'y a quand même pas beaucoup de monuments en terre. Parce que ce n'est pas dans la logique aujourd'hui du monument historique. Moi, quand l'architecte des bâtiments de France est venu voir ma maison, il n'avait rien à dire sur le torchis, il ne connaissait pas. Encore moins sur les enduits que l'on mettait sur la terre. Alors, si on parle des enduits, c'est un autre sujet, en effet. Voilà. On sent effectivement qu'il y a beaucoup d'enjeux liés à tout cela, un côté d'innovation, de redécouverte de savoir-faire qui effectivement aujourd'hui sont peut-être un peu perdus, oubliés en tout cas, j'espère oubliés et qu'on pourra les redécouvrir. Vous voulez ajouter quelque chose, monsieur Pellegrin ? Oui. Ce qu'on voit les métiers d'art, nous, c'est que moi je suis basé en Ardèche. Quand il s'agit de la restauration dans les villages très locaux, les maires ils se tournent sur leurs artisans. Moi, j'ai restauré une porte d'église. Et ben, avec le maire, on a construit le dossier et on a réussi à faire intervenir aussi d'autres artisans d'art. Et dans tous les villages ardéchois, quand les maires trouvent les moyens financiers, ils font travailler leurs artisans d'art. Quand on change d'échelle, quand ça commence à passer au département, les appels d'offres sont un peu plus compliqués pour les métiers d'art. Et quand vous passez à la région, maintenant c'est des colosses. Alors là, les appels d'offres, quand vous les recevez, c'est déjà plié. Donc, vraiment, c'est le souci de l'artisanat et de nos métiers. Ils sont vraiment au concret. Quand on sort de notre réalité vécue des territoires, les politiques nous oublient, ils sont dans les dossiers financiers, industriels, et c'est beaucoup plus compliqué. C'est une expérience tout à fait personnelle, et il faut vraiment se battre pour qu'au niveau départemental et régional, j'ai eu la chance de travailler sur le 1% dans un lycée ardéchois, mais c'est très compliqué pour candidater à des appels d'offres quand ça monte sur une échelle régionale. Oui, il y a un problème d'échelle, effectivement, pour vous, pour répondre sur ces sujets. Je vous remercie tous les trois. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ? Non, je pense que le mouvement est en marche. L'occasion de cet événement du salon, c'est un moyen de voir qu'on est tous sur la même ligne et qu'on a intérêt à travailler ensemble. Je pense que c'est confortant et ça nous incite à continuer le combat, parce que c'est un combat, effectivement. Oui, je crois qu'il ne faut pas donner une note trop noire ou trop pessimiste des choses, trop catastrophique des choses, mais il faut quand même s'inquiéter de cette raréfaction des matériaux, parce qu'elle est assez à mettre en relation avec la pénurie de main-d'œuvre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le domaine de la restauration des monuments historiques, c'est quand même un double sujet extrêmement préoccupant.
Alors, à nous de trouver les outils. Moi, je me fais pas trop d'illusions sur l'idée que demain, on va retrouver une économie comme au 19e siècle. J'y crois pas bien. Donc, on aura toujours ces problèmes de difficulté d'approvisionnement, ça viendra d'un peu loin. Donc, à nous de trouver, de pallier à ça de la manière la moins pire qu'on puisse le faire. Même si parfois on va maquiller des choses, mais on arrive encore à faire des choses. Les sables, on a vu qu'on arrivait encore à pouvoir les recomposer nous-mêmes, parce qu'on a la matière pour le faire. Le bois, bon, là, on n'a pas parlé aussi de l'accès à la ressource bois. Là aussi, ça devient un peu compliqué. Mais voilà, il faut qu'on trouve. Sinon, enfin, moi, je suis très inquiet pour l'avenir de la restauration si on ne trouve pas les ressources. Donc, il faut trouver des moyens de pallier ça. Je crois qu'il y a du potentiel en France encore pour trouver des matériaux. Il y a peu de matériaux pour nos monuments qui ne venaient pas de France autrefois. Donc, on doit pouvoir trouver. On parle même de rouvrir parfois même les carrières de Dangers-Trélasé pour l'ardoise, d'ouvrir d'autres petites carrières. Il y a des possibilités. Donc, il faut. Voilà, moi, je pense qu'il faut croire à tout ça. Voilà. Mais on va y arriver. Et Atelier d'Art de France a 154 ans d'existence. On a toujours mené cette bataille-là et on continuera de la mener. Oui, on sent que les armées sont prêtes à combattre. Merci à tous les trois pour cette discussion très stimulante. Je vous invite à retrouver cette émission ainsi que toutes les autres tournées dans le cadre du Forum du patrimoine sur notre site internet Atrium, ainsi que sur le site de nos partenaires Atelier d'Art de France et la Fondation France Bois Forêt pour notre patrimoine. Merci et à bientôt.